On va parler d'une activité, tous les quatre, qui peut être contemplative. Il s'agit de l'agriculture. Alors, on dit parfois que faire paysan ou faire paysanne, parce qu'il y a dans le public Mireille Ducret, qui est présidente des paysannes vaudoises, on va quand même lui faire honneur. Faire paysan, faire paysanne, c'est travailler plus que tout le monde, gagner moins que tout le monde, pour nourrir des gens qui croient qu'on les empoisonne. C'est pas si faux. Travailler plus que tout le monde, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on travaille facilement 60, 80 heures par semaine. Gagner moins que tout le monde, on a un petit peu de la peine à réaliser quand on les voit jucher sur des immenses tracteurs, 250 chevaux vivant dans des domaines de 50 hectares en propriété. Mais tout de même, pour nourrir des gens, là, le choix du verbe nourrir pose question. Est-ce que les paysans suisses aujourd'hui sont payés pour nourrir, ou est-ce qu'on a troqué ce verbe avec entretenir? Est-ce qu'avec les paiements directs, ces fiers indépendants ne sont pas devenus des fonctionnaires à 30, 40, 50% payés pour entretenir le paysage, entretenir la biodiversité, entretenir une certaine forme de vie rurale? Pour nourrir des gens qui croient qu'on les empoisonne, là on peut commencer par dire que les paysannes et les paysans sont les premières victimes de l'agriculture chimique. C'est eux qui manipulent, elles, qui manipulent ces produits. C'est aussi les premières victimes du dérèglement climatique. Ils sont au front. Et le gel chez les vignerons au départ de l'année, les inondations maintenant, dans quelques semaines, on parlera de nouveau de canicule, de sécheresse, si on ne parle pas de grêle et des nouvelles maladies et des nouveaux ravageurs qui arrivent chaque année. C'est problématique. Et puis ensuite, alors, ces gens qui croient qu'on les empoisonne, alors évidemment condamnent cette agriculture chimique, font la promotion du bio, mais c'est étonnant que dans les faits, la part bio de l'alimentation reste à 11%. Dans certains produits, l'offre est plus grande que la demande. Ces gens qui croient qu'on les empoisonne disent à tout le monde « l'alimentation, c'est essentiel ». Et puis malgré tout, dans le budget général, l'alimentation, ça reste 7% des dépenses. Alors on le voit, alimentation, agriculture, c'est un domaine paradoxal, contradictoire, très complexe. Et après une année d'enquête pour écrire ce livre, Faire paysan, je crois que j'ai une seule certitude, c'est que ceux qui ont une réponse simple se trompent. Et je pense qu'il faut se souvenir que les mots humus et humilité ont la même racine latine. Ce projet Faire paysan, il est né en 2021. 2021, vous vous souvenez peut-être, les Suisses ont voté par 2 fois pour ou contre les pesticides, ce que les gens du terrain appellent phyto ou phytosanitaire. Et c'était un enjeu immense. La Suisse aurait pu devenir le premier pays à interdire les phytos. Et puis ça aurait pu donner un immense débat sociétal sur l'alimentation. Puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des militants qui mettaient le feu à des chars agricoles où il y avait la banderole « Non », qui était d'une rare violence, accusant les paysans d'être des pollueurs de rivières, des tueurs d'abeilles, des complices de l'Holocauste agricole. Formule entendue. Et puis en face, des paysannes, des paysans, là, fatigués, écœurés, 20 ans qu'on leur tape un peu sur le dos, marre d'être jugés, critiqués par des gens qu'ils considèrent comme tout à fait hors sol, qui ne connaissent absolument rien à leur métier. C'était pareil dans la profession, entre les bio, entre les conventionnels, c'était pareil dans les médias, avec une critique acerbe de l'agriculture conventionnelle et une éloge idéalisée de tout ce qui tourne autour de la permaculture, par exemple. Le bien, le mal, on radicalise, on simplifie. Et puis moi, 2021, j'avais tout simplement mal au ventre, mal à ma paysannerie. Je dis ma paysannerie parce que j'ai été présenté comme écrivain vigneron. J'ai 4 grands-parents paysans, j'ai des parents qui étaient paysans et qui sont toujours paysans parce que paysans, c'est pour la vie. Des cousins, des cousines. J'ai passablement écrit sur l'agriculture aussi. J'ai ce côté, cette sensibilité paysanne.
Et puis, je suis devenu un bobo urbain parce que je me suis assis trop longtemps sur les sièges des auditoires de l'Université de Lausanne. J'étais en lettres ici parce que j'ai vécu 15 ans à Lausanne, parce que j'ai exercé des métiers comme journaliste ou enseignant. Et j'étais tiraillé. Ce tiraillement, je le voyais comme quelque chose d'assez douloureux. Et puis je me suis aperçu, en faisant ces recherches, que c'était en fait une chance de pouvoir jouer encore ce rôle de liant. Parce que c'est absolument nécessaire, on ne va pas changer l'agriculture sans les agriculteurs, et on ne va pas changer l'agriculture sans prendre avec la population. Et la population suisse, vous le savez, à 80%, elle vit dans des villes. Ce projet Faire paysan, j'ai commencé par mettre ma casquette de journaliste. Je suis allé rencontrer les paysans d'aujourd'hui. Je suis allé, par exemple, frapper à la porte de Nicolas Pavillard à Orge. Énorme exploitation, gros parc, machines, usine de méthanisation. Et puis je suis allé voir chez mes voisins, 3 jeunes qui se lançaient dans du micro-maraîchage, low-tech, permaculture, vente directe, panier de légumes. Et très rapidement, je me suis aperçu d'une part de la diversité de l'agriculture suisse. Il y a en fait 47 000 agricultures suisses. 47 000, c'est le nombre d'exploitations. Et puis, également, je me suis aperçu de cette innovation, de ce foisonnement, de cette créativité. On pense que l'agriculture est assez conservatrice, ça bouge dans tous les sens. Seulement l'approche journalistique, au bout d'un moment, était un peu pointilliste, j'avais de la peine à voir un peu plus globalement. Alors j'ai pris la casquette de l'historien, de l'étudiant en histoire à l'Université de Lausanne, et j'ai essayé de comprendre comment on en est arrivé là. Comment on est arrivé depuis 1950 des héros garants de la liberté et de l'indépendance du pays à 2021 des gens infréquentables, pollueurs et tortionnaires d'animaux. Comment on est arrivé en 1950 à 20% de paysans dans la population, à aujourd'hui où il y a moins de 2%. Vous connaissez toute l'évolution, je ne vais pas vous la refaire, mais j'ai retenu assez arbitrairement une année qui est 1996 comme année pivot. 1996, c'est la fin de la vache folle, grosse crise de confiance entre consommateurs et producteurs. 1996, c'est une grosse manifestation paysanne, 15 000 personnes agriculteurs, agricultrices qui montent à Berne et qui ne sont pas accueillis par des acclamations mais par des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène. Crise de représentation, on va dire. Et puis 1996, c'est quand le peuple suisse a voté pour les paiements directs. On y reviendra. Journaliste, historien, et puis je m'apercevais que ça restait assez distant comme approche. Et là, j'ai repris ma casquette d'écrivain, et je crois que c'est vraiment important parce qu'on parle toujours d'agriculture sur les prismes de l'économie, de l'écologie, mais on oublie les êtres humains, on oublie le social. À Berne, on a assez facilement tendance à avoir des concepts assez abstraits qui ne tiennent pas forcément compte de la réalité. Et c'est chouette de comprendre l'agriculture artistique avec des chiffres, des statistiques, mais aussi avec le ventre, c'est-à-dire avec des rencontres de gens sur le terrain, des témoignages. Et ça nous permet de moins parler de prix, de coûts, de tonnes, et puis un peu plus parler de dignité, identité, reconnaissance, transmission, célibat, charge mentale, etc. On le voit ces derniers temps dans les arts, il y a beaucoup de choses qui se font autour de l'agriculture. Vous avez peut-être vu La Ferme des Bertrands, ou bien la série suisse sur Netflix qui s'appelle Neumatt. Dans la littérature, ça fait 10 ans qu'il y a beaucoup d'agriculture. Dans le théâtre, il y aura prochainement des pièces qui vont sortir sur l'agriculture. Je crois qu'il y a un rôle à jouer au niveau de l'art, et c'est important parce que ce n'est pas perdu. Et depuis que le livre Faire paysan est sorti, je me suis aperçu de 2 nouvelles optimistes. Du côté des terriens, il y a vraiment une envie de se raconter, de partager. Il y a une nouvelle génération qui arrive dans les écoles d'agriculture qui sont pleines aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de néo-ruraux,
de plus en plus de gens qui ont fait d'autres métiers, et c'est des gens qui savent communiquer et qui aiment communiquer. Il y a Instagram, il y a TikTok, mais il y a surtout la vente directe, il y a surtout l'agrotourisme, il y a surtout l'école à la ferme, ou c'est demain, journée porte ouverte dans les fermes en Suisse, amis aux amatrices et aux amateurs. Il y a une véritable changement dans cette agriculture, et puis du côté des villes, on dit toujours que ce lien ville-campagne est rompu. Et moi, je me suis aperçu, et je pense que c'est le cas chez vous, que si vous n'avez pas de grands-parents, d'oncles et de tantes paysans, vous avez très certainement des voisins, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de vacances, du woofing, une activité qui vous rappelle et qui vous ramène à ce lien. En Suisse, les villes sont toutes petites. On n'est pas encore très séparés. Et puis, il y a deux événements qui ont aidé ce rapprochement. Le premier est assez éphémère, c'est la pandémie, où beaucoup de gens se sont remis à mettre les mains dans la terre et ont découvert la vente directe. Ils l'ont oublié depuis, mais il y a eu cette expérience qui s'est faite quand même. Et puis l'Ukraine, la guerre d'Ukraine, qui nous a beaucoup questionnés sur l'indépendance alimentaire. C'est à ce moment-là, début de l'année, début 2024, ça pète un peu partout en Europe, révolte agricole, et en Suisse aussi. Alors bon, il y a des grincheux qui disent c'est une révolte à la Suisse. On retourne quelques panneaux, on se dépêche vite de les remettre en place, on crée un groupe Facebook, mais qui n'a pas eu grand-chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve ce mouvement très beau parce que c'est des jeunes agricultrices et agriculteurs qui sont à la base, parce que c'est du dialogue. Il y a eu énormément de rencontres dans les villages, il y a eu énormément d'actions dans les supermarchés, de choses, d'occasions de se rencontrer. Et puis c'est de l'expression. C'est-à-dire que cette colère, cette rancœur, elle sort. Et puis je me souviendrai toujours des mots de l'ancien aumônier agricole sur le canton de Vaud, qui s'appelle Pierre-André Schütz, peut-être qu'il est même là, tiens, et qui disait que les personnes qui ne sont pas aptes à se répandre en paroles sont de bonnes candidates pour se pendre. C'est quelqu'un qui a géré énormément de suicides dans le monde agricole dans les années 2014-2018. Je trouve ça très fort. Et puis, conséquence aussi de ce mouvement, c'est de la reconnaissance. Et on l'a vu dans les médias, Sylvain Muller est un des artisans de ce virage dans les médias. On a commencé à parler de l'agriculture non plus de manière accusatrice, mais simplement à tendre le micro à des gens du métier pour qu'ils nous racontent la complexité de leur quotidien. Et c'est pour moi une transformation qui est en profondeur, qui est peut-être lente, mais qui est importante. Le fait est, c'est qu'en surface, économie, politique, ça n'a pas changé grand-chose. Le système agricole est toujours bien en place. Et c'est un des messages de mon bouquin aussi, c'est de se dire, bon, j'en suis témoin très souvent, dans les apéros à la campagne, les paysans aiment se moquer des citadins, c'est un sport national, et les citadins le leur rendent bien, mais on pourrait comprendre qu'on est lié par l'alimentation, de la fourche à la fourchette, on est dans la même barque, et que si vraiment on veut s'en prendre à quelque chose, à quelqu'un, il faut aller voir en dessus, il faut aller voir le système, il faut mettre pression sur des politiciens, leur donner le courage de, à leur tour, faire pression sur le système. Et c'est là où c'est assez important. On a peu de temps, mais je vais quand même parler un tout petit peu de deux éléments systémiques qui sont la grande distribution, sans surprise, et les paiements directs. C'était en juin 2022, pour la grande distribution, Heidi News et Le Temps publient ces révélations sur les marges de la grande distribution. Donc, à partir de là, on le sait, Tristan Serre, porte-parole de la Migros depuis 10 ans, peut nous dire « Vous savez, la Migros, c'est les premiers clients de l'agriculture suisse. Vous savez, la Migros, c'est une coopérative. Vous savez, on peut avoir des publicités sur tous les murs de nos villes qui vantent le côté régional de la grande distribution. On le sait, ces marges sont opaques, ces marges sont excessives, et il y aura toujours des importations de produits qui ont des coûts écologiques et sociaux déplorables. On le sait, tout le monde le sait, vous le savez, et pourtant, aujourd'hui encore, 4 aliments sur 5 sont consommés
au sein du duopole Migros-Coop. On le sait, et pourtant rien ne change à Berne. Il y a eu une initiative parlementaire au septembre 22, mais qui n'a pour l'instant rien donné. Et pourtant, à Berne, il y a 10% de conseillers nationaux qui sont paysans, 2% de paysans de la population, 10% au Conseil national, une surreprésentation évidente, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est les lobbies de Coop et Migros à Berne qui sont importants? Est-ce que c'est l'incapacité de parler entre les Verts et l'UDC? Est-ce que c'est toutes sortes de choses peut-être accumulées? Il y a une chose qui me fait un peu mal dans tous ces acteurs de l'agriculture, c'est qu'ils consacrent énormément de temps, d'énergie et d'argent à contrer des votations. Je vous ai parlé de 2021, les pesticides. 22, c'était l'élevage intensif. Et rebelote, là, en septembre 24, on va parler de biodiversité. Et de nouveau, les moyens seront mis pour gagner cette votation, alors que les paysans ne gagnent pas grand-chose. Et toute cette énergie et ce temps n'est pas mis à essayer de trouver une politique agricole durable, économiquement, écologiquement et humainement. Un autre domaine, les paiements directs. On aime bien taper sur les paiements directs. C'est assez récurrent. On va commencer par rappeler deux gros avantages. C'est que grâce à ces paiements directs, l'agriculture suisse a fait un grand bond en avant pour l'écologie. Elle est de loin pas parfaite, mais il faut voir tous les efforts qui ont été faits ces 20 dernières années, et c'est assez impressionnant. Et puis les paiements directs, c'est de l'argent qui va directement de la poche des paysannes et des paysans. Donc c'est un joli levier d'action pour activer des changements. Seulement voilà, on le sait, ces 2,8 milliards de paiements directs annuels ne vont pas là pour enrichir les paysans, mais vont pour permettre des prix beaucoup trop bas. Et si on enrichit quelqu'un, c'est plutôt les intermédiaires. Ce qui fait que les consommateurs, à la fin, ils payent deux fois, ils payent leurs aliments et ils payent par leurs impôts les aliments. Petit problème. Petit problème aussi avec ces paiements directs de centralisation. Chaque région en Suisse est tellement différente, comment appliquer la même grille à tous ces cantons, à toutes ces régions? On pourrait redonner un peu plus de pouvoir aux cantons. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de paperasse, de surcharge administrative. Il y a un autre élément aussi qui est assez agaçant, c'est qu'on contrôle beaucoup, on punit beaucoup, et on n'encourage peut-être pas assez. On pourrait faire plus de pédagogie active, comme on le dit à la HEP. Et puis, finalement, il y a une certaine hypocrisie. Chaque année, on a les chiffres des nombres d'exploitations agricoles qui disparaissent. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont disparu. Demain, il y en aura 3 de nouveau. On le déplore. Et en fait, c'est assez hypocrite, puisque le système le veut. Puisque les paiements directs étant alloués principalement sur la surface, il faut grandir pour avoir de l'argent, il faut s'équiper, s'endetter, il faut manger les petites exploitations. C'est un darwinisme rural qui explique cette évolution. Et si dans les curseurs, on mettait un petit peu plus d'importance sur l'être humain, le nombre d'êtres humains qui travaillent sur l'exploitation et non pas le nombre d'hectares, peut-être qu'on arriverait à quelques résultats. Je vais juste, pour finir, donner quelques pistes. Ça fait une année maintenant que je présente ce bouquin dans toutes sortes de milieux, et j'ai quelques convictions quelques pistes qui se sont renforcées. Il y en a une, c'est l'éducation. Enseigner le goût, enseigner la cuisine, ça paraît ultra important et indispensable pour avoir l'agriculture que l'on souhaite, de savoir reconnaître des bons produits et les cuisiner. C'est la recherche. Je crois qu'il n'y aurait pas grand monde au niveau des partis politiques qui s'opposerait à doubler le budget de la recherche agronomique pour trouver des alternatives, plus d'alternatives aux phytos. L'éducation, la recherche, soutien au local, au circuit court. Je crois savoir qu'à l'EPFL, il y a par exemple tout un système qui a été fait, à l'UNIL peut-être aussi, pour que des produits locaux soient dans toutes les restaurations. Ça pourrait être généralisé, tous les EMS, les crèches, les écoles. Et puis surtout, et ça c'est l'objet de ce bouquin, de Faire paysan, c'est de remettre un peu
de valeur, de reconnaissance, de gratitude envers ce métier. C'est le plus vieux métier du monde, 10 000 ans. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre, faire paysan, que j'ai utilisé le mot paysan et pas exploitant agricole. Paysan, en vieux français, c'est paysant, les gens du pays, du paysage, ceux qui travaillent le paysage, ceux qui savent lire le paysage, ceux qui sont en lien avec le vivant, avec les saisons. C'est fondamental. Et puis faire paysan, faire, on est dans le secteur primaire, on n'est pas dans les services, on est à la base. Et je vais reciter une fois Pierre-André Schütz, cet ancien aumônier agricole, parce qu'il a le sens de la formule. Il disait « La mort du secteur primaire est un des indicateurs principaux de la décadence d'une civilisation. » Si vous regardez l'histoire, ces 3-4 derniers millénaires, c'est assez vrai. Et donc de remettre un peu en lumière ce métier, ce savoir-faire, ces savoir-être, cette chose un peu indicible, mais qui se transmet depuis 10 000 ans et qui fait beaucoup de bien à la société actuelle, souvent assez numérique, virtuelle. Je finirai juste par les derniers mots du livre « Faire paysan ». Mais écoutez la rumeur des villes, elles sont en train de craquer, on parle de retour à la terre, on fait des stages, on embrasse des arbres, on marche pieds nus, on cueille des plantes sauvages. On n'a jamais été aussi mûrs pour accueillir cette voix que les paysannes et les paysans nous refusent, cette voix qui ne triche pas, avec la nature on ne peut pas tricher, cette voix calme et posée qui pourrait faire taire le brouhaha des commerciaux, des influenceurs, des politiciens et autres spéculateurs. Ils font du bien partout où ils passent. S'ils n'étaient plus là, leur silence nous manquerait terriblement. Puisse-t-on entendre à nouveau dans les foyers, en ville comme dans les campagnes, résonner ce souhait on ne peut plus contemporain, volontaire et audacieux. Papa, je veux faire paysanne. Maman, je veux faire paysan. Merci. Merci Blaise pour cette présentation. Probablement qu'il y a quelques exemplaires sur le stand à la sortie de Faire paysan, il en reste? Oui, il en reste. Il en reste. Avec bon, il y en a déjà 12 000 de vendus. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire augmenter le chiffre. Et puis je vais proposer à mes 3 interlocuteurs de juste se mettre debout devant, comme ça on va discuter de façon un peu plus spontanée. On se met par là. Ouais. On va aller vers la table. Très bien. Moi, j'ai juste une petite question à Anne Chaland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois paysanne et vous siégez dans les fêtières agricoles, notamment vous êtes vice-président de l'Union suisse des paysans. Quelle est votre vision de la situation? On a cette colère du terrain, on a une population qui n'est pas toujours cohérente, qui ne comprend pas. Enfin, comment vous vivez ce qui est en train de se passer? C'est un immense défi, c'est perturbant, exigeant, mais c'est aussi très intéressant. On entend beaucoup de choses, ça donne beaucoup d'idées. Alors, effectivement, d'abord, je peux peut-être juste préciser qu'à la base, je suis paysanne et simplement, j'ai pris ces fonctions parce que je me suis engagée petit à petit, toujours plus avant, et j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ces postes où j'ai aussi la chance, et où c'est pas toujours facile, mais d'essayer de pouvoir pousser pour que des choses changent, mais aussi pour que certaines choses restent, et je trouve que ça, c'est important. Donc, c'est pas facile, c'est en ébullition. Blaise Hoffmann l'a dit, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui changent. Il y a eu la révolte. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que dans les organisations, l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales on existe depuis 1932, l'Union suisse des paysans existe depuis bien plus longtemps. On a toujours été actifs et pour la défense professionnelle, pour la représentation des intérêts de nos membres. Alors on voit parfois dans la presse ou dans les discussions ou dans les débats politiques plutôt l'iceberg qui est l'activité en politique, parce que c'est là aussi, et à Berne en particulier, que les bases de la politique agricole et de la vie des paysannes et des paysans se décident. Mais ces organisations-là ont aussi une activité très importante et qui est moins visible, qui est la transmission, la représentation des intérêts des uns et des autres. Et puis la révolte agricole, elle a eu ça d'intéressant, et je le mettrai en parallèle avec l'ouvrage de Blaise Hoffmann, c'est qu'elle permet
aussi une autre forme d'expression, autant les personnes que tu as pu écouter, que les personnes qui s'expriment dans le cadre de la révolte, et ça je crois que c'est très important aussi, c'est une autre voix et ça permet de faire sortir d'autres voix justement, d'autres préoccupations, ou donner une autre coloration ou un élément aussi peut-être encore plus personnel. Et puis ça a un effet inverse qui est aussi très intéressant, c'est que ça permet un meilleur dialogue et puis une meilleure transmission des informations aussi, dans un sens comme dans l'autre. Merci. Et puis une question pour Laurence Gengot. Vous m'avez dit que vous êtes la moins campagnarde des trois. Vous travaillez donc de façon académique sur le juste prix des aliments. Quelles sont un peu vos découvertes, votre ressenti de ce sujet? On sait que le prix, c'est le nerf de la guerre, parce que vous tendez le micro aux gens, ils disent qu'ils veulent acheter du poulet bio local, puis après il y a du brésilien en action, c'est quand même vachement moins cher. Donc quel est votre ressenti et qu'est-ce que vous découvrez dans ce travail actuellement? Alors effectivement, c'est un sujet qui rassemble, je pense, tous les nerfs de guerre des systèmes alimentaires. Nous, on parle en fait de systèmes alimentaires dont on essaye de comprendre l'agriculture, mais aussi dans tout ce que ça veut dire depuis le consommateur, donc de la fourche à la fourchette. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un impact qui est là au niveau environnemental et il y a un énorme impact qui en fait est souvent oublié au niveau de la santé publique. Et en fait, on est dans un système où, au niveau agricole, on sait qu'on a des impacts environnementaux, il y a une pression croissante, il y a en même temps une demande de produits de plus en plus sans pesticides, etc., en sachant que, comme l'a bien dit Blaise tout à l'heure, les agriculteurs sont sous pression énorme, ont un salaire qui est pas digne, ils travaillent des nombres d'heures énormes. Et de l'autre côté de la chaîne, on a, en tant que consommateur, on est poussé à aller consommer plutôt le poulet d'Argentine ou du Brésil plutôt que celui de local, parce qu'en fait, il y a des différences de prix, il y a du marketing, il y a tout un environnement de la consommation qui nous pousse à prendre des décisions qui sont détrimentaux à notre santé et qui, en fait, vont créer des coûts de santé qui sont gigantesques. Donc, on se retrouve dans un système un peu bloqué, imbriqué, où on a à chaque étape un peu des gens qui souffrent. Et je pense que notre projet, il essaye de mettre en lumière tous ces éléments et moi, j'aime bien parler de la vraie valeur de l'alimentation pour essayer de revaloriser en fait le travail de l'agriculture, voir comment en tant que société on peut être là et soutenir cette transition, ou en tout cas juste le travail agricole qui est pour l'instant, comme l'a dit Blaise, peu soutenu, ou en tout cas est parfois, comme on l'a vu pendant les votations. Et donc, je pense ma perception de tout ça, c'est que c'est très complexe. Je rejoins aussi Blaise sur la question, il n'y a pas de réponse simple, mais c'est intéressant de mêler tout ça et d'essayer de comprendre ça dans un système et d'essayer de sortir de ça aussi en tant que système, en tant que société, et pas seulement laisser l'agriculture d'un côté et puis de mettre de plus en plus de pression dessus. Ok, merci. Très bien. Vous voyez qu'on a trois profils très différents, avec des compétences, des visions très différentes. Donc j'ai envie tout de suite de vous tendre le micro. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser à l'un ou à l'autre, que vous soyez agriculteur ou pas? Il n'y a pas de questions bêtes. Dès l'instant, elles sont posées poliment. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et de témoigner, de parler de vos expertises. J'ai une question pour l'USP. Pour les élections fédérales, l'USP a fait une alliance avec Économie Suisse, et je me demandais déjà, d'un point de vue une attitude très naïve, mais pourquoi, ou c'est quoi les raisons de cette alliance, et comment est-ce que cette alliance elle a été vécue par les membres de l'Union suisse des paysans, donc par les paysans et les paysannes. Alors je vois qu'on déborde là très 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 largement le thème de la discussion, puisque la discussion elle est être agricultrice et agriculteur aujourd'hui, mais je vais vous répondre très brièvement. L'agriculture fait partie du système économique et
organisations économiques. L'Union suisse des paysans, c'est aussi une association qui fait partie des milieux économiques. Et mon point de vue et ce à quoi je me suis attachée dans cette campagne, c'est de voir dans cette campagne et dans cette alliance le fait qu'on pouvait mettre en avant, le fait qu'on représente des places d'apprentissage, des places de travail et qu'on fait partie du cercle économique. Après, je ne vais pas vous répondre sur les réflexions des uns et des autres et sur les miennes personnellement, sur le pourquoi, le comment et les résultats de ces votations, mais l'idée était de montrer aussi cet aspect-là de l'agriculture. Je trouve très intéressant parce que cette question, parce qu'avec l'économie suisse, on parle de croissance, on parle de PIB, on parle de technologie, on parle de libre-échange, et on a tendance à considérer l'agriculture comme un business comme un autre, finalement. C'est un produit comme un autre, et est-ce que c'est vraiment un produit comme un autre ? Donc, comment toi tu te situes là-dessus ? Moi, je trouve que c'est une très bonne question. L'USP, c'est quand même le fêtière syndical principal. De l'agriculture. Oui. Voilà. Oui. Et d'avoir cette orientation, ça questionne. Alors, je peux répondre à titre personnel. Il faut revenir en arrière. Il faut voir la législature précédente. Il faut voir les discussions au Parlement. Il faut voir les initiatives. Il faut voir l'état des lieux. Mais je partage ce que tu dis. L'agriculture ou les denrées alimentaires, la production agricole, c'est quelque chose de très particulier, ça fait partie des temps longs. Sur ce plan-là, on ne peut pas comparer avec des matières agricoles. On est aussi soumis à la concurrence internationale avec des prix du travail et des prix des marchandises ou des prix des intrants qui ne sont pas les mêmes. Et puis effectivement là, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai mes limites. Hein. L'Alliance, elle était pour les élections. Après, maintenant, avec les discussions par rapport aux accords de libre-échange et d'autres thèmes, il faudra voir ce qui est discuté. Mais personnellement, moi, à un moment donné, j'atteins mes limites, pour parler tout à fait personnellement. Mais j'aimerais bien qu'on revienne au thème être paysan, être paysanne. Ok, une autre question ? Bonjour, d'abord merci pour la conférence. Et j'ai une question qui est un peu transversale, parce que vous avez parlé d'éducation. C'est l'un des thèmes que vous avez abordé à la fin en disant il y a l'éducation, la recherche, etc. Vous avez dit qu'on s'aperçoit que les gens achètent plutôt, on va dire, ce qui est pas cher au détriment de la santé. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important ici. Est-ce que vous pensez, alors moi je n'en suis pas convaincu, mais je vous pose la question à tous les trois, que plus on éduquera les gens là-dessus, c'est-à-dire sur l'effet bénéfique de tel ou tel aliment, du bio, de tout ça, est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement de consommation ou ça reviendra au même parce que ça dépend surtout des finances des foyers? Alors, effectivement, je pense qu'il faut faire très attention avec le prix. Effectivement, il y a une population précaire et on ne peut pas juste augmenter les prix sans la prendre en compte. Donc, il y a effectivement matière à réflexion en tant que société, comment on fait à ce moment-là. D'un autre côté, c'est aussi dur de mettre le poids que sur les consommateurs et les consommatrices et une responsabilité individuelle, parce qu'il y en a une quelque part, mais d'un autre côté, on sait qu'on est aussi soumis à des mécanismes de marketing, rien que comment sont affichés les aliments dans le supermarché. Quand on arrive, on va être influencé à aller chercher plus certaines choses que d'autres. On a vu récemment que, en fait, il y a aussi les Coop Migros, etc. Ils vont parfois faire des marges sur certains produits et réduire ou presque avoir pas de marge sur d'autres. Donc c'est tout assez aléatoire. Puis en fait, il y a vraiment une question je pense, de réflexion à comment on avance là-dedans pour que tout le monde ait un prix juste et digne et décent par rapport à l'apport qui est amené à la société. Ouais, je sais pas si... Blaise Hoffmann a donné comme solution la formation. Je pense que ça, c'est très important. En tout cas, c'est un message qu'on porte, c'est de remettre l'enseignement de l'alimentation dans les écoles, parce que ça a été perdu. Apprendre à connaître les saisons, à connaître les produits frais, à les préparer de manière simple, sans utiliser de l'alimentation qui est toute prête, etc. Après, on sait aussi
La grande partie de la population habite en ville, mais la grande partie de la population, 85%, achète sa nourriture dans les supermarchés. On a un rythme de vie, on a une société dans laquelle on vit où tout va très vite, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de cuisiner. Et je pense qu'un élément essentiel, et on l'a vu pendant la pandémie, pendant Corona, les gens étaient à la maison, ils avaient le temps de consacrer du temps à leur alimentation, de retrouver aussi, un, la valeur des aliments, mais deux, aussi ce moment convivial qu'on peut partager en préparant sa nourriture. Et je pense que là, c'est aussi une réflexion non seulement de politique agricole et alimentaire qu'on va devoir discuter pour les années 30 et suivantes. Ça, c'est aussi une grande chance de pouvoir prendre toute la chaîne de valeur. Mais je pense que ça doit être aussi une réflexion de la société, de se poser la question, quelle vie on veut pour nos enfants, pour nos petits-enfants, quel temps on veut consacrer à certaines choses, que ce soit l'éducation des enfants, le soin aux plus âgés, le partage entre nous ou la valeur qu'on veut donner aux aliments. Et je pense que là, c'est une clé. Ouais, c'est important de distinguer le coût et la valeur. Si vous avez cultivé des carottes dans votre jardin, vous voyez que ça ne peut pas ne coûter que 1 ou 2 francs le kilo. Ce n'est pas possible, c'est trop de travail, c'est trop de problèmes, il y a trop d'irrégularités, il y a trop de ravageurs, etc. Et ça, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'idéalement, on est ce qu'on mange. Et puis, idéalement, le consommateur est tout puissant. C'est-à-dire que si on consommait à la hauteur de nos idéaux, on aurait les supermarchés qu'on mérite. On aurait le système agricole qu'on mérite tous, mais c'est trop simple pour des questions de précarité dont tu parles, donc on ne peut pas sur-responsabiliser le consommateur. Par contre, ce travail d'éducation, c'est un travail de fond sur les valeurs, justement. Et puis, moi, j'y crois vraiment à cette sorte de vague de fond qui vient d'en bas et puis qui met la pression en dessus. Et tout à coup, il y aura des politiciens, paysans ou pas, qui se sentiront légitimes et confiants d'être courageux et de mettre la pression aux bons endroits. C'est-à-dire que ça va être, je crois, en quelque chose d'assez naturel. Et pour ça, il faut renouer ce dialogue. C'est la mise de base, comme au poker. On met la mise, puis après on peut jouer. Il faut déjà partir ensemble et il y a des pistes. Il faut partir ensemble, il y a des pistes. On vient de me faire signe qu'on arrive déjà au bout du temps réglementaire. Donc, on est en train de rattraper le retard de Ricard. C'est comme tu dis, c'est l'heure du Ricard. Un après. Donc voilà, merci beaucoup pour votre participation, vos questions. Blaise Hoffman sera juste là au stand parce qu'il a un nouveau livre, Les Mystères du Léman, c'est ça ? Voilà, avec ce festival Les Mystères de l'UNIL, il y a 2 livres qui sont sortis cette année, Les Mystères de la connaissance et Les Mystères du Léman. C'est des livres jeunesse, on dit 12-16 ans, mais c'est plutôt 12-112 ans. Moi, je les présente plutôt comme ça. Et celui que j'ai écrit, il est illustré par Adrienne Barman, très chouette illustratrice. Et puis, on peut continuer la discussion juste dans la petite librairie qu'elle est à gauche en sortant. Et puis, je pense qu'Anne Chaland et Laurence Jean-Gros seront aussi à disposition si vous avez encore des questions. Voilà. Merci beaucoup et bonne suite de... Merci. Merci.